Bonsoir à toutes et à tous. Trois sujets qui défraient la chronique et animent les réseaux sociaux. Les violences faites aux femmes. Que dit la loi? Ensuite, l'épineuse question de l'acquisition des passeports. Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation réussira-t-il à y remédier? Enfin, le retour du Congo vers le FMI. Pourquoi ce nouvel accord et que doit-on en comprendre? Pour répondre à ces questions, je reçois ce soir dans le dictionnaire politique le docteur Blanc-Constant Ebarapéa, politologue, et Meshak Ngampoula, économiste. Enfin, Guy Benoît de Victor, journaliste et chroniqueur. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau de Tilka Media. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci. Parlons à présent de l'accord entre le FMI et le Congo. Le Congo retourne vers le FMI. Qu'est-ce qui explique cette décision du gouvernement Ngampoula? Encore une fois, merci beaucoup Madame Abiala pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être présent sur ce plateau pour des analyses et autres. Déjà, ce qu'il faut retenir sur le retour du Congo vers le Fonds monétaire international, c'est que nous sommes dans une situation où le pays est en crise, pour ne pas dire que la sous-région, donc la CEMAC, est en crise. Et récemment, vous avez suivi, il y a eu ce haut sommet des chefs d'État de la CEMAC, ici même à Brazzaville, pour aborder les questions de la CEMAC, parce que il faut reconnaître que c'est vrai que officiellement, la question n'est pas encore sur la table, mais il y a ce risque-là même de dévaluation, même si on est encore très loin, il faut le signifier, parce que vous savez que la CEMAC traverse une période de crise, pour ne pas dire de tension. Donc c'est dans cet angle-là que le gouvernement congolais sollicite un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, déjà dans un contexte où l'État congolais se trouve dans son économie fragilisée par un niveau d'endettement très élevé et de surcroît que la croissance hors pétrole est possible. Donc c'est un peu dans ce contexte que l'on va vers cette institution pour ce nouveau programme dans le but de stabiliser en réalité les finances publiques. Je reste avec vous, Monsieur Ngampoula, avec un taux d'endettement estimé à 97,4% du PIB selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Ne risque-t-on pas de voir ce ratio atteindre les 100% si des mesures rigoureuses ne sont pas prises pour optimiser la mobilisation des recettes et améliorer la qualité des dépenses? Mais je crois que vous avez même évoqué cet aspect en m'interrogeant. Naturellement, à ce rythme, nous allons atteindre ce taux, parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes le 4e pays le plus endetté d'Afrique, avec un taux de 97,4, très loin des critères de convergence de la zone CEMAC, raison pour laquelle le gouvernement estime qu'il est peut-être indispensable d'aller vers ce programme-là d'austérité avec le Fonds monétaire international dans le but de revoir ce taux à la baisse, parce que l'un des objectifs des accords avec le Fonds monétaire, c'est de réduire considérablement la dette publique en réduisant donc les dépenses publiques et autres, et par la suite aller vers une diversification de l'économie, donc ne pas seulement dépendre du pétrole, aller vers ce secteur stratégique qui est donc le secteur agricole, pourquoi pas même voir jusqu'au secteur touristique pour essayer un peu d'avoir une croissance réelle sans pourtant dépendre du secteur pétrolier. Docteur Blanc-Constant Ebarapéa, est-ce que le Congo va arriver à réduire ses dépenses lorsqu'on sait aujourd'hui nous sommes en une période de crise? Bien. D'abord, merci de m'avoir invité à cette émission et je suis heureux de partager ce plateau avec Guy Benoît de Victor et mon jeune frère Ngampoula. J'en profite donc, je saisis l'occasion pour adresser mes salutations les plus patriotiques et républicaines aux millions de téléspectateurs de cet illustre média, Téléka. Alors, je commence à entendre la musique de la crise. On évoque la crise, toutefois, nous sommes en crise. Mais ce qui est curieux, c'est que pourquoi nous sommes en crise? Souvenez-vous, il y a quelques mois,
le gouvernement, à travers son chef, le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement, se félicitaient d'avoir mené un programme avec le FMI jusqu'au bout. On s'en félicitait. Que c'est même pour la première fois qu'on a mené un programme où on est arrivé là. Comment expliquer que nous devenons en crise, on revient en crise? La crise est due à quoi? C'est pas les histoires de pétrole, mon cher frère. Il faut sortir de la propagande. Il faut sortir de la propagande. Parce que lorsque le pétrole a atteint un niveau élevé, d'ailleurs, qu'on nous explique, c'est vous qui êtes économiste, je ne le suis pas. Qui nous explique ceux qui sont au pouvoir? Actuellement, le prix du baril de pétrole est à la hausse. Pourquoi donc nous sommes en crise? Est-ce que la crise est réellement due, dans le cas du Congo, est réellement due à l'environnement international avec le pétrole, ou bien c'est une crise qui est due à l'indiscipline budgétaire et le comportement, la désinvolture financière des élites? Alors, lorsque vous regardez comment est-ce que notre pays fonctionne, comment se comportent les élites, les détenteurs du pouvoir, vous avez l'impression que nous sommes un pays en crise? Comment on peut expliquer que nous sommes un pays en crise? Vous partez à une élection, on a vu l'indiscipline qu'on a fait avec l'argent pendant la campagne électorale. Au sortir de là, vous faites un gouvernement de 41 membres. Donc vous partez de 35 à 41 membres. Vous savez que lorsque vous avez ajouté 11 ministres, ça veut dire que vous avez élargi le champ de la dépense. Donc on ne peut pas être en crise et se comporter comme ça, premièrement. Deuxième chose, on dit que nous sommes en crise. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de déplacements le président de la République a déjà effectué dans ce laps de temps? Combien de déplacements il a effectué à l'extérieur comme à l'intérieur de la République? Ça coûte combien de voitures? Donc, si on est en crise, est-ce que c'est le FMI qui est la porte de sortie? Puisque mon jeune frère, l'économiste, parlait de l'austérité. Est-ce qu'on a besoin de réformes? On ne peut pas faire d'ailleurs. Mwamba lui-même en parlait à l'époque, avant qu'on ait au FMI, Mwamba disait qu'on pouvait engager les ajustements à l'intérieur pour éviter qu'on ait au FMI. Vous savez que Mwamba, bon, c'est l'ironie du sort. Vous savez que nous partons au FMI pour la première fois dans les années 80. C'est le feu Clément Mwamba qui avait piloté l'équipe en qualité de conseiller économique du président de la République. Et quand on arrive encore au FMI pour la deuxième fois, c'est lui qui est Premier ministre. Et lui disait, il lançait l'alerte en disant, il n'était pas souhaité qu'on parte au FMI. On pouvait ajuster à l'intérieur, sinon si nous ne le ferons pas, c'est les autres qui viendront le faire. Est-ce qu'il n'était pas pessimiste? Oui, mais pas pessimiste, mais les résultats sont là. À quoi donc aura servi l'endettement que nous avons, dont parle des taux très élevés, de 97%, dont parle l'économiste ici? Ça aura servi à quoi? Prenez le mandat de 5 ans. Moi j'aime les chiffres. Prenez le mandat de 5 ans. Combien de routes les kilomètres de routes à temps construit? Combien? Regardez dans la ville, les voiries urbaines. Je prends la ville de Brazzaville. Les voiries urbaines. Regardez les engins on a abandonnés. Je l'avais dit d'ailleurs ici. Que ce qu'ils vont faire là, c'est de la propagande électorale. On va voir, je l'avais dit ici. Regardez comment on a abandonné les engins dans la ville. On a abandonné les travaux conduits qui avaient commencé. Ça, c'est un. Deuxième chose, vous avez la retraite qui ne soit pas payée. Vous avez le CHU qui cumule les arrêts de salaire. Vous avez d'ailleurs l'université qui est devenue le parent pauvre. On attend, on a payé que le mois de janvier. Nous sommes en mai. On n'a pas payé l'université. Les retraités sous. Quand on nous dit qu'a-t-on fait de cet argent? Et si on savait qu'il y avait la crise qui pointait à l'horizon? Vous avez vu la désinvolture financière. Comment ça s'est passé pendant la campagne électorale où on donnait des sommes d'argent pour remplir le stade, la réfection du stade. Bon, l'investiture aurait coûté, je dis bien aurait coûté 10 milliards. Quelle est donc la pertinence de tout ça? Et on nous parle de la crise. Et vous pensez que on peut sortir d'une crise par l'endettement et l'endettement sauvage? Sérieux? Donc moi je pense que ce qui se trame aujourd'hui, on évoque la crise. C'est vrai que ça se passe dans toute la CEMAC, toute la zone CEMAC. Bon, vous êtes économiste, vous n'allez pas nous dire que l'endettement est au même niveau, le Congo par rapport au Gabon, vous avez dit nous sommes à la 4e position. Non, au niveau de l'Afrique, le Congo se trouve en 4e position. Alors, au niveau de la CEMAC? Au niveau de la CEMAC, ça veut dire que nous sommes premiers. Voilà, c'est le seul secteur où nous avons percé.
Vous prenez même le système éducatif, l'on descend. Vous prenez quel est le secteur où le Congo évolue. Maintenant, le Congo émerge. Lequel? Ce n'est que le sommet de l'endettement, nous sommes premiers. Pour la première fois, on est premier quand même dans ce bac. C'est son endettement. Bien, vous avez évoqué l'agriculture. C'est ce que vous avez dit, vous êtes économiste. Bien, on dit, on va développer le discours sur la diversification de l'économie date de 2009. Ça date de 2009. Vous prenez 2009, 2019, ça fait 10 ans. 2019, 2026, ça fait 7 ans. Donc ça fait 17 ans. Non, à un certain moment, il faut qu'on soit sérieux. On a diversifié quoi? On a vu une pitrerie économique avec l'agriculture, les Alpes. Je disais que c'était de la propagande. Bon, on m'a pris pour être un aigri. Je ne sais pas si je vais être aigri par rapport à quoi. Est-ce qu'on a fait le bilan de 5 ans? L'agriculture, le bilan de 5 ans, ça a donné quoi? Allez-y au village, vous avez fait votre histoire au village comment on appelait ça? La foire agricole, là où on avait organisé. Allez-y voir, d'ailleurs, j'ai eu les rapports bien après. On a eu les rapports bien après, où il y a des gens qui ont perdu, les gens ont perdu leur production là-bas. Évidemment. Par rapport aux conditions. On a fait dans la précipitation. Mais pourquoi diantre on fait dans la précipitation? Quel est le modèle agricole qu'on a élaboré aujourd'hui? Quel est le modèle agricole? On va faire l'agriculture avec les Alpes. L'espérance des Alpes, ça fait 5 ans. L'espérance des Alpes a donné quoi? Le prix n'a pas changé. Le prix maintenant sur le foufou, sur le marché local n'a pas changé. On a les mêmes défis, on a les soucis. Est-ce qu'on ne peut pas changer le paradigme de l'agriculture? Tel que ça se fait là. Moi, je discute avec les opérateurs agricoles, avec les professionnels agricoles, avec les ingénieurs, qui accusent même le ministre de ne pas tenir compte de la vie des ingénieurs. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec un spécialiste. Lui qui parle qu'on devait créer les zones agricoles, pas les zones comme lui le fait, il parlait des pôles agricoles. Bon, si on tâtonne, on patauge au Pavara, comme j'ai l'habitude de le dire, on patauge. Il n'y a pas de doctrine agricole claire que nous avons défendue, qu'on a élaboré. On va faire tout ça, c'est du bruit. L'argent ira dans les poches des individus. Nous sommes dans un cartel. Et on n'est pas en crise comme tel. Si on était en crise, on ne devait pas faire un gouvernement avec autant de ministres. Le président de la République devait aussi réduire le nombre de ses voyages. Donc, merci bien, docteur. C'est de conneries. Je peux pas cautionner ça. On ne peut pas parler de la crise pendant que le comportement témoigne autre chose. Ne prenez pas les gens pour des cons. Merci, docteur. Je veux dire une chose. Il faut savoir que tous les endettements qu'on est en train de connecter par ici, par là, il y aura l'impact sur nos enfants. D'ailleurs, sur nous-mêmes et sur nos enfants. Personne n'a le titre foncier de ce pays, même pas le président de la République. Il n'a pas le titre foncier de ce pays, ni le membre du gouvernement. À un certain moment, on ne peut pas appauvrir, condamner déjà ceux qui ne sont pas nous, bien les générations futures, dans des endettements qui n'ont servi à rien. Merci, docteur. Je vais avec vous, Guy Benoît de Victor. Est-ce que faire recours au FMI aujourd'hui va sortir le pays dans cette crise que nous vivons? Merci, madame, pour l'invitation. Moi, je suis dubitatif. Pourquoi vous l'êtes? Ça fait combien de fois que nous signons avec le FMI? Ça fait combien de fois que nous sommes allés en négociation avec le FMI et qui nous impose de conditionnalité? Et quel a été le résultat? Ça fait plus de 6 fois que nous sommes avec le FMI. Le Congo a fait quelle avancée? Nous avons produit quoi? Nous avons gagné quoi? Vous comprenez, madame? Mais ça, c'est des questions élémentaires. C'est pas la première fois que nous sommes allés. C'est pas parce qu'ils acceptent de venir négocier, mais ils acceptent de venir négocier parce qu'ils veulent vous accumuler encore des dettes. Parce qu'on y va pour emprunter. On y va pour emprunter. Mais quand on emprunte, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous avons eu de l'FMI dans le pays? On fait quoi avec ça? Oui. Donc, quand on veut utiliser le groupe français, on embrouille les autres. On allons-y terre à terre. C'est pas la première fois que nous avons négocié avec l'FMI. C'est pas la première fois que l'FMI nous a accordé des prêts.
Mais ce que le FMI nous a apporté, on a fait quoi avec? Vous comprenez? Et le FMI nous pose les conditionnalités. Combien de conditions avons-nous rempli? Parce que quand vous négociez avec le FMI, ils ne vous donnent pas l'argent parce que vous êtes des enfants de cœur. Ils vous disent ce que vous devez faire avec cet argent. Qu'est-ce que nous avons fait avec? Mon jeune frère Barapéa parle de la diversité de l'économie. Avant de diversifier, aujourd'hui, le Congo ne peut pas savoir où va l'argent du bois. L'argent des mines. Où va l'argent des mines? Le Congo doit savoir. Les Congolais ne le savent pas. Et puis, mais l'argent du pétrole. Grand frère, le bois est transformé, sort du Congo en entier. On ne le transforme. Comment on peut penser diversifier l'économie si le bois n'est pas transformé sur place? Le bois, ça l'emprunte pour le fleuve Congo là. Non. Vous savez que nous avions Chakona ici. Vous savez que nous avions, c'était la voie, nous étions payés de transit. Pourquoi? Parce que les choses partaient de Pointe-Noire, ça arrivait par Brazzaville par le train, et ça partait de Brazzaville, ça allait en Centrafrique, ça allait à Kinshasa, ça allait dans d'autres pays pour desservir. C'est là où nous étions payés de transit. Aujourd'hui, notre bois vient à Brazza. Aujourd'hui, les choses de Kinshasa ne passent plus par ici, les choses de Centrafrique ne passent plus par ici. Ça passe sur le bois là. Mais voilà, on parle de son pays de transit. Vous voyez comment nous avons perdu tout, et les gens pensent qu'on va reconquérir. On reconquiert quoi? Donc moi je crois que c'est une farce. Au contraire, on va là-bas pour enrichir une certaine élite. Parce que l'argent que le FMI donne ne sert pas au pays, sert à certaines personnes. Non, si je vous comprends bien, Guy Benoît de Victor, cette collaboration ne mène à rien selon vous. Mais attends, le FMI a déjà développé quel pays? Le FMI. L'économie va nous aider, peut-être. L'économie doit nous aider. Nous avons entendu les grands économistes de ce monde-là dit. Pourquoi les FMI ne finissent pas avec les pays européens? Donc tous ils sont riches. Hein? Tous les pays européens sont riches. Pourquoi ils ne viennent pas avec? Mais les pays européens se ressourcent où? C'est pas en Afrique. La richesse des pays européens occidentaux, c'est en Afrique. Mais les FMI ne signent pas avec eux, c'est avec nous. Mais qu'avons-nous fait de tout ce qu'on nous a déjà donné? Nous avons eu des plans d'ajustement dans ce pays depuis combien d'années? Qu'est-ce qui a abouti? On parle de ça en tant que patriote. Sans faire de la politique. On réfléchit. Nous avions eu les FMI chez nous ici avant les élections de 1992. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il fallait démolir à la fonction publique. Il fallait réduire les salaires, mais ça a coûté quoi? La tête de certaines personnes, on a acheté les gens. Bien sûr. Vous savez ça? Mais là où on va, là on fait quoi? On revient là, à la case départ. Mais ce qu'eux nous ont dit depuis qu'ils ont fait, c'est la 6e revue. Mais ce qu'ils nous ont apporté, nous a rapporté quoi? Donc, moi je crois que c'est du pipeau. C'est du pipeau. On n'aime pas le pays. Si on aimait le pays, on mettait l'accent sur la vente du bois, l'argent dans notre pays. On mettait l'accent sur l'exploitation des mines, l'argent dans notre pays. On demandait à tous ceux qui sont devenus milliardaires, multimilliardaires de ce pays, de rapatrier l'argent pour enfouir les caisses et pour nous permettre de développer l'économie. Vous comprenez cela? Mais n'oubliez pas que dans ce pays, il y a des gens plus riches que le pays. Moi, je vous le dis. Vous voyez? Mais il faut le savoir. Il y a des gens plus riches. Il y a des gens que le Congo doit dans ce pays. Puisqu'ils ont emprunté de l'argent à l'État. Les emprunts obligataires, tout le monde est devenu emprunteur de l'État. L'État a emprunté de l'argent sur tous ces sommes-là. Et donc, les dettes que nous parlons là, mais la dette intérieure, la dette de ceci, c'est pas l'État qui doit aux gens. Donc, comment l'État peut devoir aux citoyens? Comment? Alors que les citoyens ont eu l'argent pour emprunter à l'État où? Moi, je crois que si on avait un pays sérieux, on commençait par ça. On a de l'argent. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas l'argent. Je vais vous dire pourquoi. On a eu 14 000 milliards ici. On n'a même pas utilisé. On va encore emprunter à l'FMI. Alors que nous en avons eu.
C'est pour l'infrastructure, c'est pour développer l'économie, développer le social, développer tout. Personne n'en parle. Et on va encore à l'FMI. Mais vous savez que l'FMI, c'est les dupes. Mais ils vont vous endetter, surendetter. Ils vont vous en donner pour vous surendetter. Et à la fin, vous serez asphyxié. Moi, je crois que on en parle sur le regard de l'économiste, le jeune frère économiste ici. C'est vrai que quand il donne ses raisons, on peut le taxer aussi. Hein? Mais moi, je crois qu'on ne le fait pas parce qu'on veut nuire, mais parce qu'on pense que tant qu'on ne rétablit pas la dignité nationale, tant qu'on ne rétablit pas l'autorité de l'État, tant qu'on ne le fait pas, nous serons assujettis. Et nous le sommes déjà. En parlant de mobilisation des recettes, dans quel secteur cela doit-il prioritairement se faire, M. Ngafula? Excusez-moi, avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur un aspect qui a été développé par M. Kossé Bara. Vous savez, il s'agit premièrement de présenter la situation comme telle. Il ne s'agit pas de prendre position pour dire que cet accord avec le Fonds monétaire international est un bien pour le pays. À aucun moment je l'ai affirmé. J'ai présenté en premier la situation de la sous-région et autres, et ainsi que du pays, pour dire que si le gouvernement tend vers le Fonds monétaire international, c'est pour telle raison. J'ai présenté la situation. À aucun moment j'ai dit que c'était une bouffée d'oxygène pour l'économie congolaise. Non, je l'ai pas dit aussi. Non, exactement, non, c'est juste pour éclaircir un peu certains points. Maintenant, toujours dans cet angle-là, j'aimerais bien rebondir sur un aspect qui a été développé par le politologue, en abordant même le pétrole qui a été, avec la crise actuelle, le baril est à la hausse. Qu'est-ce que le Congo tire? Mais naturellement, c'est une information que je vous donne, le Congo ne tire pas profit de la hausse du prix du baril, tout simplement parce que il y a eu cette mauvaise politique de préfinancement pétrolier. Ouais, exactement. Le pétrole a été gagé. Pour une ressource aussi précieuse que la nôtre, cette pratique, je l'ai toujours dit, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, c'est pour un peu rebondir sur ça. Maintenant, dire par exemple que le pays n'est pas en crise, bon, ça c'est un langage purement politique. Parce que le pays en crise, déjà, celui qui est en face de moi, M. Constant, est universitaire. Il a mentionné ici que depuis le début de cette année, ils n'ont perçu qu'un mois de salaire. Ça montre bien qu'il y a de la tension sociale auprès des institutions et autres. Maintenant, en quoi est-ce cette crise, monsieur l'économiste? Je veux savoir, hein, vous êtes économiste, pour voir des informations que je n'ai pas. Est-ce qu'on peut expliquer objectivement le taux d'endettement que nous avons à hauteur de 97% et les ressorts de cette crise? C'est laquelle? Ça vous dérange parce que vous êtes en manque de salaire, docteur? Non, mais il ne s'agit pas du docteur Ebara. Moi, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de salaire. J'ai pris un Kassam, lui l'économiste. Bien. Vous savez que lorsqu'une entreprise est en crise, on baisse les charges. Exact. L'État est l'entreprise des entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le management de l'État, on parle du NMP, le nouveau management public, qui permet qui impose d'ailleurs même aux États d'appliquer les règles qu'on applique dans le secteur privé. D'ailleurs, on a vu ici la gare, par exemple, la gestion axée sur les résultats. Ce sont des normes qui prévalent dans les organisations privées qu'on a menées dans les organisations publiques. Donc, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous regardez, j'ai doute de la crise, pourquoi je regarde le comportement des acteurs. À combien on a réhabilité le stade de Kintele, rien que pour organiser l'investiture. Quelle est la pertinence? On a vu, nous avons mené nos investigations pour rentrer au stade, certains bénéficiaient de 5 000 francs, 3 000 francs, 10 000 francs. Le montant peut varier. Si vous prenons 3 000 francs qu'on a donné, prenons le cas de 3 000, et le stade là était archi plein, on parle de 60 000 places. Prenons même 50 000 places. Vous faites 50 000 places multiplié fois 3 000. Ça donne combien? C'est ce que le citoyen final a reçu. Là où on a margé combien? On a vu la vague bleue mobilisée partout. On a vu le petit mobilisé partout. Les mobilisations, le patriarche, comment vous appelez? Le timonier. Le gaspillage d'argent à ciel ouvert. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une crise. Vous venez se prévoir. Et pire encore, à quand on a ressenti la crise? Est-ce qu'on a ressenti la crise après la publication, la composition d'une nouvelle équipe gouvernementale, ou c'est bien avant? Si on pressentait qu'il y avait déjà la crise, comment est-ce que vous pouvez être en crise, vous augmentez les charges à l'État,
au lieu de leur baisser un gouvernement de 41 membres sur 35 de départ. Voilà le comportement qui me permet d'être dubitatif. Nous allons revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure à M. Ngampoula. Comment faire pour mobiliser les recettes et dans quel secteur? Bon, déjà, en ce qui concerne la mobilisation des recettes, là-dessus, vous savez qu'il y a à boire et à manger, on ne cesse d'en parler parce que il y a pas mal de recettes qui échappent à l'État par rapport à nos régies, à l'état à la situation, sinon je dirais à l'état de nos régies financières où les institutions ne sont pas digitalisées, l'administration n'est pas digitalisée, donc quelque part l'État ne mobilise pas les recettes comme telles, et ce qui explique donc certains écarts au niveau des recettes et des dépenses de l'État, parce que on peut beau prévoir des recettes à une somme donnée, mais quand on les mobilise, étant donné que c'est une pratique traditionnelle, le système n'est pas moderne, donc du coup ça échappe naturellement. Aujourd'hui là, des niches, on en parle dans toutes les structures, s'il faut dire ça comme ça. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est d'aller vers la digitalisation de l'administration publique pour limiter déjà ce fléau là, et par la suite aller vers d'autres réformes, bien sûr, parce que vous savez, aller vers le FMI, c'est vrai, cette question elle est pertinente dans le sens où même le président de la République l'a signifié du haut de son expérience, aucun pays ne tire profit des programmes des ajustements structurels. Bon, peut-être des propos qui ont voulu peut-être justifier l'échec des années passées, mais une chose est certaine, même monsieur Benoît de Victor, mon cher aîné, l'a signifié, quel est ce pays d'Europe qui va en contact, sinon je dirais qui fait recours. Bon, il y a la Grèce qui a fait recours dans les années passées, mais jusqu'à aujourd'hui, la Grèce paye le prix, parce que ces politiques-là ont pour conséquence désintégrer le social. Voilà, il y a un déséquilibre social d'un pays. Oui, naturellement, ça nous dit, parce que premièrement, ça limite les marges de l'État dans son fonctionnement. Déjà, là-dessus, il faut en tenir compte. Et quelque part, ceux qui subissent, c'est plus les citoyens. Parce que aller vers ces réformes-là, donc ça veut dire qu'il faut serrer de la ceinture, de la résilience. Mais malheureusement, comme l'a dit le doyen Constant Ibarra, cette résilience-là, c'est plus le citoyen lambda qui en paye le prix par rapport à la classe présidentialiste. Ça c'est un peu. Maintenant, ce qui est un peu, l'élément que je trouve intéressant d'aller vers le Fonds monétaire international dans notre situation, c'est que ça nous permet de rassurer les bailleurs de fonds ainsi que les détenteurs d'eurobonds. Pourquoi est-ce que je le dis? Je suis contre cette pratique-là qui consiste à s'endetter pour payer d'autres dettes. Le cycle d'endettement, je suis contre. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que la faible mobilisation des recettes publiques expose le pays à faire recours à ses emprunts au niveau international. Maintenant, c'est la qualité de la dépense qui cause problème. Parce qu'aujourd'hui, aller s'endetter sur les marchés financiers pour un État, ce n'est pas un problème comme tel. Mais le gros problème, c'est la gestion des ressources mobilisées au niveau extérieur. Est-ce qu'on investit dans des secteurs porteurs pour permettre à l'État de créer des conditions qu'il faut pour rembourser même ses emprunts? C'est là où il y a débat. C'est là où le débat se oriente un peu à ce niveau. Sinon, pas là, cette volonté d'aller vers le Fonds monétaire pour rassurer les bailleurs de fonds, pour rassurer les détenteurs de rebonds, bien au contraire, c'est bénéfique pour le Congo. C'est le Congo qui en tire profit. Maintenant, le problème, c'est que quand nous mobilisons les ressources, nous investissons mal. Et ce sont donc ces investissements non productifs qui conduisent donc le pays à ce que nous connaissons. Déjà, les endettements. Vous avez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'endette par exemple sur les marchés financiers internationaux à un taux de 6%. C'est par rapport à la qualité de la signature du pays. Le Congo, après 20 ans, a fait ce retour, mais à un taux bien élevé, pour ne pas dire presque le double de la Côte d'Ivoire. Donc, on est à 11-12 s'il faut mettre en place s'il faut tenir en compte des commissions et autres. Sinon on parle de 9,87% du taux d'endettement. Maintenant, vous voyez que dans une telle logique, naturellement,
le pays connaîtra des difficultés d'ici 3 ans, parce que la première tranche, nous sommes censés rembourser la première tranche en 2028. Bon, avec la faible mobilisation des ressources, naturellement, le pays connaîtra des difficultés. Déjà, je vous rappelle que en 2025, nous avons connu des défauts de paiement en 2025 sur le marché régional. Donc, parce que tout simplement, notre mobilisation des ressources n'atteint pas en fait l'objectif souhaité. Avant de terminer le chapitre du FMI, une dernière question pour nous quitter. Lorsqu'un nouvel accord est conclu avec le FMI, les réformes doivent impérativement être engagées. Le Congo est-il prêt à accepter et à mettre en œuvre les recommandations du FMI? Je reste avec vous et puis la parole ira à Guy Benoît de Victor et ensuite... Madame Mabiala, on se trouve dans une situation selon laquelle le Congo n'a pas de choix. Déjà, premièrement, parce que j'ai comme l'impression que c'est une imposition au pays de la CEMAC, avec la crise donc la CEMAC traverse. Vous savez, il y a ce débat là qui inquiète sur les taux de change, sur nos réserves de change, au niveau de la CEMAC qui est aujourd'hui estimée entre 4 à 5 mois. Maintenant, pour le Congo par exemple, nous sommes à 2 mois. À 2 mois de réserve de change en ce qui concerne donc nos importations. Vous voyez que le risque est énorme. Donc c'est dans ces conditions-là que les pays de la CEMAC, de manière générale, se lancent dans ce programme-là pour la stabilité de la sous-région. Donc vous voyez que c'est vrai que le Congo, chaque pays bénéficie un peu de cette souveraineté, mais on est dans un même bloc et que cette réalité semble toucher tous ces pays, raison pour laquelle ces pays vont vers les actions de Bretton Woods pour une stabilité sous-régionale. Docteur Guy Benoît, pardon. Oui. Est-ce que le Congo aujourd'hui est prêt à accepter les recommandations si et seulement si l'accord est conclu entre le FMI? Mais nous n'avons pas de choix, puisque nous y sommes allés, parce que nous sommes en difficulté. Nous avons demandé que nous sommes en difficulté. Nous y sommes allés. Donc, ce que le FMI attend, c'est que il vous dit leur conditionnalité, vous devez marcher. Impérativement. Ben c'est simple. Malheureusement, quand le Congo signe, c'est pas la première fois là. Mais on ne fait pas ce qu'on a dit. On fait autre chose. Mais ce que je me demande, pourquoi le Congo, qui n'est pas un bon élève, fait toujours revenir le FMI. Alors il faut dire que non, monsieur, vous ne respectez rien, nous on n'y arrive pas. Mais ils y arrivent. Et est-ce que c'est pour notre bien? Je parle au bas mot. Je n'ai pas envie d'utiliser le langage économique. Je parle au bas mot pour qu'on comprenne. Puisque le FMI allait consulter les archives, donc vous avez compris que le Congo n'a jamais été meilleur. Le Congo est toujours débiteur. Mais le Congo est en difficulté. Même de la gouvernance, on n'arrive pas à bien gouverner. On n'arrive pas à bien installer la bonne gouvernance. Est-ce que si vous n'avez pas la bonne gouvernance, vous pouvez bien gérer l'argent qu'on vous donne? Est-ce que vous pouvez remplir les conditionnalités qu'on vous donne? Nous sommes toujours en difficulté. Et j'ai l'impression que ce qu'on nous accorde, c'est pas grâce. C'est pas grâce, j'ai l'impression, c'est pas grâce. Par bienveillance? Ah oui, j'ai l'impression. Non, en matière d'État, la bienveillance n'existe pas. Bon, mais parce que moi, je me demande quel est l'espoir que le Congo a produit. Pourquoi les FMI veulent toujours... Déjà pour ce programme, le quinquennat dernier, nous étions dans les normes. Les conditions n'ont peut-être pas été remplies dans l'ensemble, mais une chose est certaine, à travers les réformes du gouvernement Makosso, nous avons fait face à certaines obligations. C'est pas les textes. Parce que nous, c'est les textes. Quand on dit comme ça, bon, on prend les textes, on dit que nous avons... Non, mais également, il y a eu également le rapport du Fonds monétaire international là-dessus, sur cette collaboration du quinquennat dernier, qui montre bien que le Congo a été tout sauf un mauvais élève. Ah, très bien. Mais sur le terrain, il y a eu quoi? Le commandant montagne. Le citoyen a senti quoi? Ça, c'est le FMI qui dit. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est les dealers aussi?
Le Congo, sur le terrain, a eu quoi? L'argent a été déversé au Congo pour qu'il développe son économie. L'économie est arrivée à quel niveau? C'est cela, mon cher ami. Sans faire de la politique. Parce que ce que vous entendez, c'est de la politique. Mais le citoyen lambda attend quoi? Les résultats palpables. Quand on a dit de réduire le train de vie de l'État, est-ce qu'on a réduit? Est-ce qu'on a réduit? C'est là où je parle de la qualité de la dépense. Ah ben voilà, on n'a pas réduit. Au contraire, on a augmenté. Donc en ce moment-là, au nom de quoi le FMI peut attribuer un satisfait au Congo, si déjà sur le train de vie de l'État, on n'a pas réduit. Sur la qualité de la dépense, on n'a pas respecté. Vous voyez, la division, on n'a pas respecté. Nous avons été un bon élève. Sur la base de quoi? Docteur, êtes-vous d'avis avec Guy Benoît de Victor pour clore ce chapitre? Oui. Vous voyez, j'aimerais quand même que si l'économie, ces éléments-là, je ne les ai pas. Il faut donc dire que quand vous dites qu'on n'a pas de choix, c'est quand même péremptoire. Non, je le dis par rapport à la situation. Je vous comprends, vous n'êtes pas décideur. Vous analysez en tant que spécialiste. Exactement. Vous présentez les variables. Je vous comprends, vous présentez les variables. Bien. Vous voyez, dire que le Congo n'a pas de choix, ça devient péremptoire. C'est de manière péremptoire. On a toujours les choix. On a vu les pays qui étaient en crise qui ont refusé d'aller au FMI. Exactement. Là, c'est le choix politique qui a été Exactement. C'est le choix politique. Exactement. On peut avoir le feu Premier ministre Mwamba avait attiré l'attention des Congolais qu'on pouvait avoir des réformes internes sans pourtant faire recours à FMI. Je suis de cet avis et je suis de ceux qui pensent qu'en interne, nous pouvons bien améliorer les choses. Exactement, parce que le FMI n'a jamais aidé un pays à se développer. Exactement. Mais vous avez évoqué la Grèce. Oui, bien sûr. La Grèce, les séquelles sont là. Exact. Aujourd'hui, le taux d'endettement est de 210% voilà. du PIB. Donc, si le FMI était aussi efficace qu'on le présente, je pense que c'est la grande puissance qui devait faire le coup. La France, les États-Unis, ils devaient faire le coup parce qu'ils ont toujours des problèmes chez eux. Ils ont des problèmes aussi, des problèmes sociaux. Ça, c'est le 1. Deuxième chose. Il fallait commencer par baisser le train de vie de l'État à l'interne ici. Ça, on n'entend pas parler. On ne veut même pas en parler. On pourrait dire, limiter le voyage du président de la République. Il a un Premier ministre, il a un ministre des Affaires étrangères, on peut le représenter avec une délégation très réduite. Vous savez, lorsqu'un chef d'État se déplace, ce n'est pas seulement propre au Congo, partout ailleurs. Lorsqu'un chef d'État se déplace, il y a beaucoup de contraintes. Les contraintes sécuritaires, des contraintes de logistique, et ça coûte cher à l'État. Bon, on peut assister en une année, le président peut effectuer 7 à 8 voyages en dehors du Congo. Déjà, ce sont des gouffres financiers. Les investissements qu'on fait, il y a eu une controverse entre le Premier ministre et l'ancien ministre en délit. Exactement, sur la question d'endettement. Sur la question d'endettement, l'autre a dit qu'on a fait sur fonds propres. L'autre a dit qu'on a fait avec la Chine. Bon, la Chine n'est pas un enfant de cœur. On a vu la Chine saisir certaines infrastructures dans certains pays. Vous êtes incapable de payer, on vous prend. Aujourd'hui, nous avons gagé une grande partie du pétrole auprès de la Chine. Bien, le pétrole gagé, qui en est le responsable? Vous voyez, on fait des expédients. On est en train d'appliquer de la bétadine sur une plaie infectée. Au lieu de prendre des décisions courageuses, on ne prend pas les décisions courageuses. En fait, c'est criminel de faire endetter les générations futures. Est-ce que vous mesurez l'impact de ces endettements sauvages sur les enfants qui sont nés en 2018 ou en 2022? Exactement. On remet en cause le concept même de développement durable. Mais voilà. Donc, il faut arrêter. Le FMI ne sera jamais la solution. Il faut engager les réformes à l'interne. Il faut changer les gens. Pour parler comme on parle au quartier. Il faut changer les gens. Le problème, c'est le problème d'homme. Exact. Le problème, c'est le problème d'homme. On n'établit jamais les responsabilités. On doit la responsabilité de la responsabilité individuelle de la collectivité. Et c'est ce qui est en danger. Qui a gagé le pétrole? Qui allait gager le pétrole? Non, excusez madame. Qui allait gager le pétrole? Qui a signé les histoires avec Glencore et je sais pas. C'était qui?
Donc il ne faut pas, là nous apprenons, je ne sais pas si c'est vrai, on a lu sur les réseaux sociaux, il y a un ancien ministre, on a saisi l'hôtel particulier, c'est pour Portugal ou dans un pays européen. Ouais. Il y a une valeur, je ne sais pas, de 8 000, je ne sais pas combien, on dit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il faut rapatrier l'argent qui se trouve que les prédateurs ont mis dans des paradis fiscaux et tout. Il n'y a pas la volonté. Ce que l'on fait, on fait du populisme, on est dans la propagande, on est dans une forme d'enrichissement sauvage. Et ce n'est pas une solution pour le pays. Et je rappelle que personne n'a le titre foncier de ce pays, même pas le chef de l'État. Merci bien, monsieur. Parlons à présent des violences faites aux femmes persistent malgré plusieurs mesures prises pour lutter contre ces comportements déviants. Qu'est-ce qui justifie ces violences? Docteur, je reste avec vous tellement que vous êtes essoufflé. Non, je ne vais pas être essoufflé, madame. Je suis enseignant. Donc je parle du matin de 7h à 18h. C'est mon parler, c'est mon métier. C'est votre dada le parler. Bien. Vous voyez, vous parlez des violences faites aux femmes. Moi, je ne voudrais pas qu'on se fixe sur une catégorie. Violence faite aux femmes. La violence, elle est générale. Il faut condamner toutes les violences, pas seulement les violences faites aux femmes. Sinon, si vous voulez privilégier que les violences faites aux femmes et les violences faites aux hommes, alors. Donc, je suis par principe opposé à toute forme de violence. Et vous pouvez me dire qu'est-ce qui justifie. Vous savez, la violence fait partie de la dynamique sociale, de la dynamique humaine. Ça c'est clair, l'homme est par essence violent. Maintenant, il y a des règles qui font en sorte que les gens puissent... les gens ne puissent pas aller vers la violence parce qu'il y a des sanctions, parce qu'il y a des mécanismes, et c'est là où intervient la loi. La loi est là pour... La loi. De manière générale, on va revenir sur la loi Mouibara. De manière générale, la loi est là pour protéger le plus faible contre le plus fort. Et pour protéger aussi le plus fort. Donc, on met à l'abri tout le monde pour l'harmonie de la société. Alors, vous évoquez le cas des violences faites aux femmes ces derniers temps. C'est sans doute, je passe pas le dos de la cuillère, c'est pas de ma nature. Certainement, l'affaire le ministre qui aurait frappé sa femme, où on a vu les images insoutenables sur les réseaux sociaux, et où la mobilisation populaire sur les réseaux sociaux a fait en sorte que le président, le gouvernement puisse prendre une communication. Alors, moi je qualifierais cette communication gouvernementale d'une pitrerie institutionnelle. C'est une véritable pitrerie. Le mot est trop fort. Non, je suis même gentil. Rassurez-vous, je suis un homme très gentil, je suis vraiment gentil. Sinon, j'aurais pu utiliser un mot plus fort que ça. Je parle de la pitrerie. Parce que, lorsque vous lisez la communication, je l'ai suivi sur Télé Congo, après je suis passé également. Vous lisez la communication, on va dans le sens de protéger le ministre. On dit la dame n'a pas encore porté plainte. Mais lorsqu'on a saisi, on a fait le frère Okana, par exemple. Il a eu des problèmes, peut-être même si c'était pas son épouse. Mais je crois que le procureur s'était auto-saisi. Il y a la clameur publique. On n'a pas besoin que la femme porte plainte, les faits sont là. Alors, le gouvernement a toujours tendance à faire comme ça. Ils veulent noyer cette affaire. Parce qu'il y avait la clameur publique, ils veulent noyer, bon, on dit, on prend une loi pour maîtriser les gens, dans 2 ou 3 jours, on va maîtriser. Mais de toutes les manières, ça devait changer quoi? Nous sommes, le gouvernement est très violent. On a un gouvernement violent. Ça, c'est la violence qu'un membre du gouvernement a exercé sur un citoyen. Mais la violence de l'État sur les citoyens, de manière générale, quand vous faites une année, vous ne payez pas les citoyens, vous ne payez pas les gens. Les gens n'ont pas d'eau. Mais vous voyez, le Congolais est devenu violent. C'est l'environnement dans lequel on se retrouve. Alors, pour ce qui est donc le cas, moi je dis, je condamne toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Et je suis pour la justice républicaine. Une justice, c'est pas, on n'a pas besoin d'une justice à tête chercheuse. Une justice où on constate 2 types de citoyens dans un même pays. On a vu que dans ce gouvernement, il y a eu des bavures. On a vu les ministres complètement nus. Complètement nus sur les médias, sur les réseaux sociaux, complètement nus. On a gagné au gouvernement. Donc on a un gouvernement immoral à la limite. Parce que lorsque nous sommes dans un état comme celui-ci,
un citoyen, quel que soit son titre, quel que soit son statut, qui reste, à qui on a publié nu, l'État prend ce gouvernement, on le met à l'écart. De la même manière, les actes tels que nous avons vus, avec la dame qui a mis ses photos sur les réseaux sociaux, d'ailleurs le gouvernement a réagi. Donc il faut appliquer la loi. Pas seulement la loi moins, c'est-à-dire la loi de manière générale pour protéger le plus faible contre le plus fort. Malheureusement, ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça parce que je parlais de la pornocratie. On a vu comment les gens sont des anti-valeurs, des contre-valeurs, et on a vu un préfet nu, en train de se donner du plaisir avec son téléphone, nu. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc, vous voyez, le degré d'immoralité a atteint son paroxysme. On ne peut pas laisser faire. Tout ça, c'est une violence. Même le monsieur qui reste nu, c'est une violence vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme. Donc, finalement, on est dans un état où ça va passer comme ça. Donc, il faudra que la pression sociale continue. À un certain moment, le peuple a cette responsabilité. Il faut mettre la pression sur ceux qui sont sur les institutions. Il faut mettre la pression, il faut que la pression sociale sur les réseaux sociaux continue pour qu'on arrive à des sanctions. Merci, docteur Guy Benoît de Victor. À quel moment la loi Moyebara entre-t-elle en application pour garantir la protection de la femme? Merci. Vous pensez qu'avant la loi Moyebara, il n'y avait pas une loi qui protégeait les femmes. Aujourd'hui, on parle de la loi, mais avant ça. Donc les femmes étaient laissées à la merci des prédateurs ou des violents. Il y a eu une loi dans ce pays. La loi est spécifique. Moi, je crois que la violence ne devrait pas avoir d'attribut. Ne devrait pas avoir un prénom. Si c'est fait par Mabiala, on fonctionne. Si c'est fait par Jefté, on laisse. Non. La loi est impersonnelle. N'est-ce pas? La loi est impersonnelle. Ce qui m'accable un peu, je suis estomaqué par rapport aux cas qui circulent. Pourquoi? Parce que je me dis, à quel moment, à ce rang-là, on peut s'attarder à tabasser la femme jusqu'à ce point-là? Qu'est-ce qui peut diviser? Est-ce que c'est parce qu'elle a volé l'argent? Est-ce que c'est parce qu'elle était impolie? Ou est-ce que c'est parce que on pique une crise de jalousie? Moi, en tant qu'homme, si je dois piquer une crise de jalousie au point de tabasser ma femme à ce point-là, est-ce que c'est lorsqu'elle va avec mon neveu, ou avec mon cadet, ou avec un moins âgé que moi, ou bien avec un moins nanti que moi? Je ne peux piquer cette crise-là que si ma femme va avec mon légat ou plus élevé que moi. Ça, je réfléchis comme ça en tant que traditionnaliste congolais. Parce que chez nous, on ne peut piquer ce genre de crise que si votre femme vous trahit avec un plus âgé que vous, bien un plus nanti que vous, et vous pensez qu'on va abandonner pour X. Si c'est pour un petit enfant ou pour un jour, pour un moins nanti, moi, je ne peux pas me permettre de la tabasser de cette façon-là. Donc, moi, je suis à ce niveau-là. Je réfléchis. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un, quel qu'il soit, à agir de la sorte? Est-ce qu'elle m'a empoisonné? Est-ce que... Donc, si c'est des cris de jalousie, vraiment, au rang où nous nous trouvons, est-ce qu'on peut se retrouver dans ces situations? Alors que nous sommes les premiers à faire quoi? À respecter la loi. Cette loi qui est devenue vulgaire et vulgarisée. Moyebara. Elle ne s'adresse pas seulement aux moins nantis ou aux citoyens, mais même à ceux. Parce que nous, on est au-dessus de la loi dans ce pays. Cette dame-là, s'il savait que c'est elle qui a posté, n'est-ce pas qu'elle souffrait? Il faut que vous suivez, c'est bon, vous avez rendu compte qu'elle en souffrait. Certainement, elle en souffre. Mais elle en souffre. Mais où est l'État? Où est l'État? L'État n'a pas de prénom. L'État n'a pas de nom, n'a pas de légion. Où est l'État?
Si on est à un niveau, on arrive à ce niveau-là avec sa propre femme qu'on chérit. Ce niveau de barbarie. Mais c'est une barbarie. C'est la femme qu'on chérit. Même si après elle retire ce qu'elle a dit. Mais vous serez ensemble ou vous n'êtes pas ensemble. Après avoir fait tout ça. Mais quand on est homme d'État, on gère l'État à ce niveau-là, il faut assumer. Il faut être capable de dire, j'étais dépassé, hein? J'étais emporté, c'était passionnel, voilà pourquoi j'ai agi. Comme ça les gens comprendront. Que de vouloir, non, que de vouloir bifurquer. Vous voulez bifurquer, on prend nous-mêmes tout un gouvernement. Vous pensez que c'était un anodin, le gouvernement allait faire une déclaration. Voilà. Si c'était un anodin, le mot si c'était un anodin, ou un anonyme, le gouvernement allait parler. Le gouvernement parle, c'est que le gouvernement doit savoir que c'est pas un citoyen lambda. Non. Aujourd'hui, on parle de présomption d'innocence. Mais ils ont condamné d'autres citoyens dans ce pays-là. On les a même violés sans les avoir entendus. Oui. Sans les avoir entendus. Il y avait aussi présomption de quoi? D'innocence garantie par la Constitution. Il y a des compatriotes dans ce pays qui ont perdu des postes, qui ont été vilipendés pour les mêmes actes, même si ce n'est pas la même nature. Mais c'est la violence faite aux femmes. Puisque vous les femmes, là, vous avez tous les droits dans notre pays. Pour la violence faite aux femmes, vous êtes élevés, vous allez chercher la tête de certaines personnes, vous les avez eues. Mais cette fois-ci, bon, mais on veut vous voir à l'œuvre. Cherchez la tête, obtenez-la. Parce que cette dame-là a fait pitié à tout le monde. Cette dame-là, mais apparemment elle est encore très jeune là. Hein? Elle est très jeune. Elle a trompé son mari avec qui? Parce que la colère là, c'est la colère de quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui est jaloux, hein? Sa femme l'a trahi avec quelqu'un et il faut passer au tas. Là, vous affirmez ou bien vous... Non, mais attends, à mon âge là, du haut de mon âge et de mon expérience, mais je sais, les hommes n'agissent de cette façon-là que si ils ont attrapé leur femme ou ils ont soupçonné leur femme avec des rivaux. Si c'est à cause du vol de l'argent, si c'est parce qu'elle était impolie, si c'est parce qu'elle manque de considération auprès de la famille, l'homme n'agit pas comme ça. Il ne peut agir comme ça que si il pense que la femme la veut la trahir avec quelqu'un qui est à même point ou qui est plus âgé ou bien plus nanti que lui, et il a peur de la perdre, il est obligé de faire ça. Bon, moi, je parle là comme un tueur. Voilà, comme un tueur. Voilà. Merci Guy Benoît de Victor. Tout à l'heure, vous avez souligné enfin présenter des excuses. Monsieur Ngampula, pensez-vous que les excuses suffisent lorsqu'on voit des actes de violence répétés? Bon, Madame Abiara, à un moment donné, l'on doit être objectif sur certains faits. Vous savez, il ne s'agit pas de prendre position pour qui que ce soit, mais nous sommes dans une société, la société congolaise, vous savez que la femme, elle est respectée par essence. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de loi Mouébara. Dans toutes les sociétés du monde, il y a toujours un peu ces faits. Ces faits-là, ça manque pas. Il y a toujours ces petits problèmes, bon, pour ne pas minimiser ces problèmes-là de violence et autres. Mais après, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes de violence. Bon, on est dans un cas un peu particulier parce qu'il s'agit d'un membre du pouvoir exécutif. Mais je crois que la procédure lancée, je ne la trouve pas biaisée dans le sens où le gouvernement a pris en compte la situation et a instruit certains ministres en ce qui concerne la procédure qui doit être lancée. Donc je pense que au stade où nous sommes, nous ne devons pas faire un procès d'intention là-dessus. Une procédure a été lancée, observons-la, et certainement qu'elle aboutira. C'est ce que je peux dire. Non, pardon. Oui, vous voulez réagir? Oui, pardon. Par rapport à ce que je t'ai dit, non. Dans ce pays-là, on a déjà vu. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? On parle déjà des procédures qui sont comme ça après. Ça tombe dans la désuétude. Vous comprenez? Il y a eu des gens qu'on a attrapés ici. On a eu des gens qui ont eu les preuves de voleurs. C'est bien démontré. Ils ont détourné. Ils sont corrompus. Mais quand on dit, on a donné à la loi. Après, où est la suite? On a eu ici les ministres pour lesquels les preuves sont palpables qu'ils ont détourné. Qu'ils ont fait tomber les institutions, qu'ils ont mis le pays en mal, qu'ils sont dans une parjure. Ces gens-là, quand on dit, on donne ça à la loi. Bon, attends, vous pensez que le procureur qu'on interpelle là peut agir
contre le gouvernement, ou contre les membres du pays, ou contre les membres de la République. Ce n'est pas possible. Les ministres, vous êtes sûr que... Bon, je vois, je prends ma soeur ministre de la promotion de la femme, je me dis, est-ce qu'elle n'a pas de pression, elle? Parce qu'elle a répondu encore quand l'affaire commençait à devenir, on commençait à l'interpeller, on l'a répondu, on l'a interpellé. Vous êtes sûr que sur un terrain politique, on peut la laisser faire? On ne peut pas la laisser faire. C'est sûr qu'elle a dû avoir les injonctions pour dire, tais-toi dans cette affaire-là. Moi, je suis sûr. Monsieur Chefté, vous êtes Dieu. Le pays là, nous l'avons, ça fait plus de 60 combien? Nous sommes indépendants depuis combien d'années? 60. Hein? Nous sommes indépendants depuis 1960. Donc aujourd'hui, ça fait 66 ans que nous sommes indépendants. Le mode opératoire, comment étouffer cet effet, comment protéger les chefs, on connaît. Dès lors que le gouvernement a pendu ce message-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes suspendus à l'interpellation des ministres. Mais je ne vois pas le ministre de la Justice, je ne vois pas la ministre de la promotion de la femme, de ces histoires-là, venir interpeller son collègue. Parce qu'un premier ministre de ce pays a dit, a parlé de la solidarité gouvernementale. A parlé de la solidarité gouvernementale. Donc vous ne pensez pas que, vous croyez à ça? C'est une façon de faire taire. Parce que les réseaux sociaux se taisent. Je veux bien, mais on n'a rien à voir, on n'a pas un problème particulier avec l'auteur présumé des crimes. Anyway, on n'a pas un problème particulier, mais on pense que si la loi, si on veut restaurer l'autorité de la loi, il faut être sans état d'âme. Appliquer la loi sans état d'âme. Parce que c'est lui qui a enfreint à la loi. Il a enfreint. Quand on enfreint, on fait quoi? On subit les conséquences de la loi. Merci. Victor. Une minute. Bien. Je suis heureux que ce soit vous qui soyez venus sur ce plateau. Vous vous en souvenez, je vous avais dit que le président de la République ne va jamais respecter ses promesses électorales. Vous savez, il a dit qu'il devait veiller sur l'autorité, la restauration de l'autorité de l'État, la moralisation de la vie publique. Voici ça. Sitôt dit, sitôt fait. Mais il ne fera rien. Parce qu'au-delà d'être son collaborateur membre du gouvernement, l'auteur présumé, puisque tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, ça c'est la Constitution qui le dit, l'auteur présumé est son fils. C'est son fils. Et la nature de la communication qu'on a eu à faire, tout de suite on relativise, on montre qu'on est dans la logique de la protection. D'ailleurs, le cartel fonctionne comme ça. Jefté, mon jeune frère. Vous savez que le même ministre n'est pas à sa première forfaiture. Il avait été éclaboussé dans les affaires de corruption, de détournement de fonds qui devaient être liés à le peuple, je ne sais pas trop. Et l'armée Nguélé, le ministre de l'armée Nguélé a mené des enquêtes, il a été entendu sur procès verbal, il a reconnu la fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait au retour? Ils se sont retrouvés au Soupako. J'étais dans la salle. Ce jour-là, ils avaient pris deux décisions. Premièrement, il fallait arrêter le Congo que nous voulons. Deuxième chose, c'est la majorité qui était réunie. Et deuxième chose, l'affaire, vous appelez, l'affaire de l'armée Nguélé, où un ministre d'État prend la parole et dit on a tendance à salir les cadres dans ce pays, alors que la personne était entendue sur procès verbal. Il a reconnu les faits. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décapité la Nguélé. Donc nous connaissons ce pays. Lorsqu'on a déjà vécu plus de 50 ans, on voit comment fonctionne ce pays-là. Nous avons la chance d'être congologues. C'est d'avoir mené des études sur le Congo, sur les institutions politiques, sur le fonctionnement de l'ordre gouvernant. On voit quand même les choses venir. Donc, le modèle opératoire, la démarche prise par le gouvernement, c'est une démarche de protection. Ils veulent protéger l'un de leurs. D'ailleurs, madame la ministre a pondu deux communiqués. Il y a l'autre communiqué, bon, si c'est vraiment avéré que ça venait d'elle, elle a dit que la ministre n'a pas, c'est pas la gendarmerie, c'est pas la justice. Vous voyez déjà, sous réserve de l'authenticité de ce texte. Donc, voyez-vous, il ne se passera rien. S'il n'y a pas la pression sociale, moi je vous ai dit, comment on a vu les ministres qui sont restés des vers de terre, nus comme un ver de terre.
sur les médias, les réseaux sociaux, sur d'autres pions, on ne débarquait, mais si on a gardé. Mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a perdu le poste à l'FMI. Nous allons Voilà, Quelqu'un qui a perdu le poste à l'FMI. Oui, à cause de ça. Alors que Alors c'était avec consentement. Voilà, donc, c'est ça l'immoralité. Et le président devait prendre ses responsabilités, mais moi je ne crois pas à il ne fera pas, il ne faut pas être naïf. Ça va passer comme ça. Merci docteur. Des violences faites aux femmes, aux difficultés d'obtention du passeport, le message est clair. Comment interprétez-vous le ton donné par le général Olé Songo sur cette question des passeports, Monsieur Ngampula? Mais déjà, le nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Olé Songo Ondai, a été clair là-dessus. Vous savez que la situation des passeports congolais inquiète parce que c'est tout le monde qui en souffre. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire que le passeport fait partie de ce luxe auprès du citoyen. Et avec tout ce que nous savons, cette communication, je la trouve bonne. C'est une façon d'inciter les gens au travail et à rétablir également l'ordre, parce que il faut pas le nier qu'aujourd'hui le passeport est un bien de luxe et il coûte quand même cher. Ça aussi, il faut le signifier. Et donc cette volonté de rétablir l'ordre, parce que à un moment donné, nous avons perdu un peu ce contrôle-là, la maîtrise de ce secteur, de cet élément, de ce document est un choix politique. En fait, ce discours politique, je le trouve bon. Et le choix du chef de l'État à placer un militaire à ce poste aussi stratégique, certainement c'est pour booster certaines choses en interne. Maintenant, il faut aussi se le dire, parce qu'au-delà du discours politique, il y a une réalité sur le terrain. Et vous savez que l'ancien ministre de l'Intérieur avait même pris note pour demander au ministre des Finances de lui donner l'accès à la mobilisation des recettes liées à ce document au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que quand on injectait les ressources auprès du Trésor public, et le Trésor avait un peu du mal à réinjecter des ressources quand il s'agissait d'acheter des documents, des cartons et autres. Raison pour laquelle il y a eu également ce problème. Donc nous sommes endettés auprès de la société allemande, donc il y a également ce problème qu'il faut tenir en compte. La situation, elle est aussi financière, et aujourd'hui, avec la dette que nous avons, tous les problèmes que nous avons, bon, certainement que c'est un grand marché qui se présente à l'homme. J'ose croire que il aura des armes nécessaires pour relever ce défi. Pensez-vous qu'il y a des chances de réussir, sachant que les antivaleurs se sont profondément racinées dans nos administrations, Guy Benoît de Victor? Bien, moi j'étais en train de dire, j'ai eu l'occasion de parler de cette affaire-là. Je disais que c'est de belles intentions de vouloir lutter contre la fraude, la corruption. La fraude et la corruption qui gangrène ce secteur-là, et l'expansionnalité des prix qui galope pour l'obtention de ce truc. C'était une belle intention, mais je crois que de l'intention, il est passé à l'acte, parce qu'il a commencé par sanctionner ceux qui géraient, qui étaient en charge d'attribuer les passeports. Bien, mais ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec le ministre pour sa vision, parce qu'un homme doit avoir une conviction. Un homme d'État doit avoir une conviction et croire en ce que lui, il veut faire. Mais, en tant que politique, je me demande pas, lui aussi il est politique. Ouais. Est-ce que, s'il découvre que dans cette affaire-là, j'étais en train de me demander qu'il y a aussi des gros bras comme lui, des hommes politiques comme lui, qui sont à l'origine de cela. Est-ce qu'il pourra les mettre pas s'il n'a pas l'aval ou la bénédiction du plus gros que eux tous? C'est pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. On vous suit? Si et seulement si cette affaire des prix exponentiels du passeport est ourdi et perpétré par
les grands hommes d'État qui sont aussi dans le sérail, est-ce que le général Olesongo pourra les mettre ou pas? Et moi je dis, pour qu'il arrive à mettre ou pas, il faut qu'il se réfère à la loi. Parce qu'il n'a pas que le passeport. Je dis, le code de la famille congolaise, depuis 1984, stipule que les actes administratifs sont gratuits. Donc ça commence de la mairie pour les actes de naissance, pour les jugements, pour les actes de mariage, que c'est gratuit. Depuis 1944, code de la famille, qui est encore en vigueur. Il tient la loi et l'arrêté ministériel qui fixe ça à 50 000 francs CFA. Vous voyez, il y a des arrêtés qui fixent le passeport à 50 000 francs CFA. Mais il y a aussi le décret du président qui annule tout cela pour dire que ça devait être gratuit. Il tient ça pour voir le président afin qu'on le soutienne, sinon pas. Ça va être compliqué. Moi, je crois que le ministre, je suis d'accord avec lui, je le soutiens sur tous les points. Parce que dans ce pays-là, nous, on est au-dessus de la loi. Il faut qu'il fasse exécuter la loi. Il faut qu'il fasse exécuter la loi. Il faut qu'elle s'exécute. Mais il faut aussi que les institutions qui veulent la constitution des lois soient mises en contribution. Il ne faut pas qu'on soit tous coupables. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de la fraude, de la forfaiture dans l'exécution des lois de ce pays. Et c'est fait par les gros blancs, les gros bras. Donc moi je crois que si le président avec le général, il réussira. Mais s'il n'est pas avec lui, il ne réussira pas. Au moment où nous tournons cette émission, le ministre est en train de présenter ses excuses à l'opinion publique à travers un communiqué. Dit Benoît de Victor, vous étiez en train de dire qu'il serait souhaitable pour le ministre de présenter des excuses, chose qu'il est en train de faire et qu'il a bien fait à travers un communiqué. D'accord, il nous a compris. Dieu merci qu'il nous a compris. Nous sommes comme les prophètes. Vous avez avoué, mais ça ne vous exempte plus de la prison. Imaginez-vous que la femme a été morte. Même s'il a avoué, est-ce qu'il peut pas aller en prison? Donc, même s'il a avoué, je crois que le gouvernement conséquent doit tirer les conséquences de cet aveu. Parce que c'est un homme d'État. Les hommes d'État sont censés être les modèles. Sont censés être les modèles. Parce que le faire, c'est aller à l'encontre de la loi Mouébara que les femmes sont en train de vulgariser et de défendre. Dès lors qu'il a avoué, je crois qu'un pouvoir responsable lui demande de jeter le tablier pour que justice soit faite. Parce que aujourd'hui il a avoué qu'il a tabassé sa femme. Ça c'est la femme. Mais ça c'est le collaborateur. Ça c'est le chauffeur. Mais ça c'est le citoyen. Mais ça c'est le membre du parti. Comment il va se comporter? Donc je crois que demain, lui, là où on casse les maisons en Pila, on le va visiter là. Oui. Même si c'est un modèle. Voilà. C'est pas la violence? Voilà. Donc moi je crois que le gouvernement, au moins pour une fois, le gouvernement peut se sauver. Le savent, même si il est le quota de le RDPS, mais on peut changer quelque d'autre. Le viré fera que le président retrouve sa crédibilité. Et le Premier ministre aussi. Et le Premier ministre aussi. Parce que quelle face il fera quand il va apparaître à l'écran. Vous voyez, quand il va apparaître à l'écran, quelle face il fera. Parce que n'oublions pas que le mandat là, c'est le mandat de la dernière chance du président. Puisqu'il en a voulu un autre. Ça veut dire qu'il est prêt à faire des exploits, mais il ne peut pas faire des exploits avec les queues. Ça, c'est la queue. Ça, c'est la queue. Et en ce moment-là, ce n'est pas normal. Et oui, monsieur le ministre, c'est bien fait, c'est les grands hommes. Un grand homme va jusqu'au bout de sa logique. Exactement. Un grand homme va au bout de la logique. Et en ce moment-là, le foyer sera stable, la famille sera stable, le pays aussi sera stable. Alors, je voudrais revenir rapidement sur la situation du ministre, puisque en prenant connaissance tout à l'heure de sa lettre, il a demandé pardon à sa femme, à la population
congolaise et il a présenté ses excuses. Alors, ça veut dire quoi? Je l'ai dit qu'il a reconnu le fait. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il doit rendre le tablier. Parce qu'on ne peut pas souiller l'institution gouvernementale en reconnaissant ce qu'on a fait de cette violence inouïe et continuer de me se représenter au Conseil des ministres. Donc il faut qu'il tire toutes les conséquences. Il aurait pu rester dans l'anonymat. Là, il devait avoir, comment vous appelez ça, la présomption d'innocence. On va chercher les preuves. Or, lui vient de donner les preuves lui-même. Sa lettre, c'était un aveu. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout, il faut rendre le tablier pour être conséquent avec soi-même. Sinon, et d'ailleurs, celui qui détient l'impérium, lui aussi, il doit tirer toutes les conséquences. Le Premier ministre doit tirer toutes les conséquences de cette affaire. Il ne faudrait pas qu'on tribalise l'affaire dans ce pays. Quand on dit parce que lui s'appelle les barras, il va dire que bon, de toute façon, moi je connais pas le ministre. Je ne le connais pas, c'est un citoyen compatriote, je le vois à la télé. Si on veut construire un état de droit, ce que je dis pour le ministre est valable pour tout le monde. Tous ceux qui sont même dans les... D'ailleurs, j'ai demandé la démission de vautours, de crocodiles qui détournent le fonds dans ce pays. Donc il faut qu'il soit conséquent avec lui-même. Le président dit la moralisation de la vie publique. Voici les éléments, il a reconnu. Mais ça sera difficile. Parce que pour les affaires des milliards qui étaient liés au peuple, où l'armée Nguélé a payé le prix, lui aussi avait reconnu le fait. Puis s'il était entendu, ce procès verbal, d'ailleurs, il avait dit que c'est pas lui, lui n'est pas la seule. Tous ceux qui sont passés, tous les ministres qui sont passés là, ont fait les mêmes pratiques. Donc lui aussi, il a fait, il a reconnu, mais c'est l'armée Nguélé qu'on avait déboulonné. Donc ici, il le reconnaît sous la pression de la rue, les réseaux sociaux, après la sortie du gouvernement, certainement, ouais, j'ai lu, il y a un compatriote qui a proposé ce qu'il vient de faire là. Il y a un compatriote, j'ai lu ce matin, pendant que je partais au boulot, il y a un compatriote qui avait proposé, si lui il était son conseiller à la communication, il devait demander pardon. Un peu le même schéma qu'il a utilisé. Mais alors, bon, donc il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est que tirer les conséquences de cette ignominie. Il faut tirer les conséquences de qui remettre le tablier. Là, on verra que c'est un homme qui en a encore bien suspendu. Sur notre dossier, voilà. on va parler de la question des passeports. Donc, je dis, le Congo souffre. Le Congolais aussi souffre. Il y a des Congolais qui n'ont pas pu achever les études parce qu'ils n'ont pas eu de passeport. Or, ils ont des inscriptions à l'étranger. Il y a des Congolais qui n'ont pas pu voyager, bien que malades et évacués sanitaires, ils n'ont pas eu le passeport. Parce qu'il coûte excessivement cher. Et les passeports, c'est devenu une affaire de mafieux. Mais la loi prévoit quoi? Il faut que le ministre aille à la loi. La loi prévoit quoi? Le prix du passeport, c'est combien dans ce pays depuis notre indépendance? C'est combien? Et pourquoi on arrive à 200, 300, même je vois les millions? Pourquoi? Qui est à l'origine? Donc moi je proposerai au ministre de mettre d'abord, il a sanctionné ceux qui sont sanctionnés, il faut qu'il sanctionne tous les réseaux, mais qu'il engage les enquêtes. Parce que pour qu'on on rétablisse l'autorité d'État, il faut que les coupables soient présentés devant le tribunal et qu'ils répondent leurs actes. Si on écarte seulement, mais l'État ne retrouve pas son autorité, il faut qu'on mène les enquêtes, tu vas voir que même les intermédiaires vont disparaître et fuir. Parce que personne ne voudrait être cité dans cette affaire-là. Ils vont fuir et en ce moment-là, nous reviendrons à la case départ. Docteur, par où le général devrait-il commencer pour obtenir des résultats concrets sur le terrain? Alors, pour le général Rolesongo, moi je vois comment les Congolais sont en train de s'activer. Vous savez, les Congolais sont contents parce qu'on appelle l'affaire du passeport. Je les comprends. On avait besoin d'un messie. Vous pouvez imaginer combien des enfants qui voulaient continuer leurs études à l'étranger ne sont pas partis parce qu'ils n'ont pas pu avoir le passeport. Guy Benoît l'a cité, les évacuations sanitaires et autres. Ça, c'est une bonne chose, c'est salutaire. Mais ça concerne une minorité de citoyens. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien ce qu'il a fait. Et la preuve, c'est qu'il y a une satisfaction généralisée. Même ceux qui ne sont pas concernés par les passeports sont satisfaits. Donc, on attend les résultats venant de lui. Mais lorsque je suis le discours, peut-être que les médias ne nous ont pas montré tout,
Mais de ce que j'ai suivi, je peux me permettre de dire que on est en face d'une rampante propagande. On est en face d'une rampante propagande. Attendez de voir. Il peut avoir les qualités dont vous citez, mais vous savez que j'ai toujours l'habitude de dire, le Congo est un cimetière des talents. Le Congo est un cimetière des intelligences. Vous vous en souvenez d'un délit, on peut prendre ce cas qui est devenu... Voilà. Donc, moi, je pense que il vient d'arriver. D'ailleurs, quand vous regardez tous les discours qu'il a fait, il a mis l'accent sur le passeport parce qu'il savait que les Congolais lui attendaient là. Alors que nous sommes dans un ministère qui a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Il n'a pas évoqué les questions de la décentralisation, par exemple. La fonction publique territoriale. Il n'en a pas évoqué. Bien. Il n'a pas évoqué les questions des mairies. Dont les agents ne sont pas payés depuis des années. Il n'a pas évoqué. Il n'a pas évoqué en profondeur les questions sécuritaires. Il en a parlé. Bon, je n'ai pas suivi. Voilà pourquoi je dis peut-être que je n'ai pas suivi l'intégralité. Il en a parlé, merci beaucoup. Mais il a sanctionné certains. D'accord? Ça ne résout pas le problème. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Lorsqu'on a sanctionné, le motif c'est quoi? C'est les gens qui vendaient le passeport. Ils vendaient le passeport en hauteur de combien? Où est le réseau? Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là qui sont en incompatibilité avec la loi? Donc il faut détruire le cartel selon vous. Mais le cartel est tellement enraciné, c'est pourquoi je vous ai dit ici que le Congo c'est un cimetière de talents. Le cartel a infecté l'État, a pénétré l'État par tous les orifices. Le cartel du Pila. Ça a pénétré l'État dans tous les orifices. Donc ça sera difficile pour nous d'ailleurs. On va voir. Attendez de voir. Moi je reste sceptique. Je reste sceptique. On peut dire que je ne crois jamais à rien, mais j'ai suivi le discours de l'homme. On est beaucoup plus dans une démarche propagandiste. Attendons de voir. Calmons-nous. Il a 5 ans devant lui. Attendons de voir. Mais je suis dubitatif. Parce que dans cette affaire de passeport, qui est le principal bénéficiaire? Selon les informations que nous avons à notre disposition, vrai ou faux, on ne sait jamais puisqu'on n'a pas fait de recoupement, il me semblerait que le passeport, on l'obtient quand vous achetez chez le papier chez les Allemands, c'est hauteur de 6 à 7 000 francs CFA. 7 500. Bon, 7 500, donc je ne suis pas loin. Et si vous vendez le passeport à 50 000, comment faire bon, non, le prix officiel, c'est 50 000. Comment est-ce qu'on ne peut pas, on peut avoir les dettes de ces individus? Puisque vous prenez là-bas à 7 000. Si vous prenez 10 passeports, bon, prenons 8 000. 10 passeports, ça vous fait 80 000. Mais vous vendez 10 passeports à hauteur de 50 000 francs, ça fait autour de 500 000. Donc, vous enlevez les 80 000 de tout, vous donnez, et puis il vous restera 420 000. Donc, en principe, la dette envers le producteur ne doit pas avoir lieu d'être. Donc, j'ai signifié que cette dette-là s'explique du fait que l'État, dans ses besoins d'urgence, touche à ses ressources là pour faire face à certaines obligations. Voilà. Donc, en ce moment-là, c'est qui le responsable? Oui, la responsabilité revient à l'État. Vous voyez que le spectacle qu'on a donné, c'est un spectacle désolant. C'est ça le problème. On n'a pas épuisé tous les coins et recoins. Est-ce qu'on a accusé, ce dont on a sanctionné, c'est parce qu'ils vendaient le passeport à 500 000, ou c'est parce qu'ils faisaient la rétention, ou parce qu'il y avait la rareté du carton? Il faut poser tous ces problèmes-là. S'il y a la rareté du carton pour le produire le passeport, est-ce que la responsabilité tombe à l'officier? Bien, si l'officier, qu'on a relevé avec toute son équipe, je ne sais pas pourquoi on a relevé avec toute son équipe, bien, lui vient dans une maison, avec une déclaration tapageuse. Attendez de voir. Parce que il y a l'ingéniosité humaine. Devant l'insécurité, les individus développent l'instinct de survie. Cette affaire de passeport, c'est un circuit. Quelqu'un peut vendre des passeports à 500 000 et rester seul et rester en vie dans ce pays. Merci, docteur. Donc, attendez de voir, je reste sceptique. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu sur le plateau de Téléka Média. On se dit à très bientôt pour un autre numéro du Dictionnaire politique. Portez-vous bien, surtout partagez le contenu, likez et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne de Téléka. On se dit à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir.